Parce que de nombreuses femmes souffrent en silence. Parce que le diagnostic est complexe, tardif et difficile à comprendre. Parce qu'il faut se battre pour une meilleure prise en charge et pour être entendu. Parce que c'est aussi une maladie de couple. EndoFrance a été créée en 2001 pour soutenir les femmes et leur entourage. Rencontres amicales, groupes de parole et ateliers sont autant de lieux d'échange sur le comment vivre avec la maladie. Grâce à notre comité scientifique composé d'experts reconnus pour leurs compétences, nous délivrons une information validée scientifiquement. Pour informer le public sur cette maladie gynécologique chronique touchant 1 à 2 femmes sur 10, nous organisons semaine après semaine, dans toute la France, des conférences et des tables rondes. Pour compléter notre mission d'information, nous avons publié les idées reçues sur l'endométriose avec le soutien de spécialistes et avons coproduit le film « Toi, mon endo ». Ayant à cœur de faciliter un diagnostic précoce pour les adolescentes, nous menons des actions de sensibilisation dans les collèges et lycées et intervenons dans la formation des infirmières scolaires. Agissant depuis notre création auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de la maladie, nous avons également rédigé un chapitre des recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose, publié par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Nous travaillons avec les autorités publiques à la mise en place des filières de soins dédiées à l'endométriose et intervenons dans diverses commissions ministérielles. Première association de lutte contre l'endométriose à être agréée par le ministère de la Santé en 2018, nous œuvrons sur le terrain en étant un pont entre institutions médicales et patients. Depuis 2016, nous avons versé plus de 150 000 € à différentes équipes de recherche dédiées à l'endométriose. Parce qu'association rime avant tout avec engagement et surtout don de soi, EndoFrance a la chance d'avoir une marraine et un parrain très investis. Laetitia Milo œuvre à nos côtés depuis des années afin de sortir la maladie de l'ombre. Elle a créé en 2016 le tout premier spot de sensibilisation diffusé sur plusieurs chaînes TV, dont TF1. Thomas Ramos, rugbyman, témoigne en avril 2019 et lève le voile sur le difficile rôle du conjoint vivant au quotidien les difficultés que peut avoir la femme atteinte d'endométriose. Mais pour que les 3 mots d'EndoFrance, soutenir, informer, agir, puissent autant résonner sur le territoire national comme international, il faut également la force, le regard et l'investissement de plus de 110 bénévoles, de plus de 2300 adhérents et de plus de 60 000 followers. Un travail colossal où rigueur rime avec partage, où empathie rime avec action, où solidarité rime avec espoir. Bonjour, je suis Yasmine Kando, présidente de l'association EndoFrance. EndoFrance est une association qui existe depuis un peu plus de 21 ans maintenant et qui est entièrement animée par des bénévoles. Nous sommes 120 bénévoles répartis sur toute la France et nous organisons chaque année entre 300 et 400 événements pour informer et sensibiliser le public sur l'endométriose. Nous répondons également à des mails. L'année dernière et cette année, nous allons approcher encore les 50 000 mails. Demandes d'informations, d'explications sur la maladie et des demandes d'orientation vers des professionnels formés à l'endométriose. Depuis 2016, nous soutenons la recherche dédiée à l'endométriose. Nous avons versé près de 310 000 € à différentes équipes médicales qui travaillent en recherche fondamentale ou en recherche clinique sur l'endométriose et ses conséquences. Alors, nos missions: soutenir, informer, agir. Nous allons évidemment soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage. Nous allons informer le public sur la maladie et agir avec les professionnels de santé pour améliorer le parcours de soins des personnes malades, mais également agir avec les pouvoirs. Nous sommes un pont entre les patientes et les professionnels de santé. Les professionnels de santé, ce sont les sachants techniques. Vous avez l'expertise de soigner, soulager l'endométriose. Mais nous avons l'expertise du vivre avec. Et notre rôle associatif, il a vraiment une place dans la prise en charge parce que nous sommes là vraiment pour les soutenir, pour leur indiquer tous les trucs et astuces
du quotidien avec la maladie. Nous basons notre discours bien sûr sur les recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose, les RPC qui ont été publiées par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France en 2017-2018. Nous avons également un comité scientifique qui nous aide à crédibiliser tous les messages que nous portons. Toutes les pages du site internet ont été relues par un médecin. Nous avons vraiment pour positionnement de délivrer une information validée scientifique auprès de ces personnes qui sont en demande d'information. On ne veut pas de forums ou de groupes fermés sur Facebook. Notre positionnement, c'est vraiment l'information validée scientifique. N'hésitez surtout pas donc à envoyer vers nous vos patientes, parce qu'on va pouvoir les accompagner dans le vivre avec la maladie. On va pouvoir les inviter à participer à nos événements pour échanger avec d'autres femmes. Tout ça dans la bienveillance et dans le respect d'une information validée scientifiquement. Donc n'hésitez pas à les renvoyer vers notre site internet où elles auront déjà accès à beaucoup d'informations et où elles pourront prendre contact avec les bénévoles régionales pour pouvoir échanger, avoir des informations et être orientées. Et pour vous, professionnels, donc, alors déjà un grand merci vraiment au nom de toutes ces patientes que vous allez pouvoir ensuite aider de venir aujourd'hui vous former, assister à cette formation. C'est vraiment important pour nous que de pouvoir orienter vers des professionnels formés. Donc n'hésitez surtout pas aussi à nous envoyer vos coordonnées en disant que vous avez suivi cette formation sur l'endométriose et que vous êtes en mesure maintenant de diagnostiquer et de proposer une prise en charge de première intention. C'est capital pour nous de pouvoir mieux orienter les femmes. Donc n'hésitez surtout pas, vous envoyez un mail à PACA, comme la région, paca@endofrance.org. Pour vous et vos patientes, des outils. Le premier, c'est le petit dépliant de l'association qui explique les symptômes de l'endométriose et la prise en charge et qui donne bien sûr des informations sur les missions de l'association. Le deuxième, comprendre une endométriose, c'est en fait une notice d'information qui est issue, qui fait suite au chapitre des recommandations que nous avons rédigé qui portait sur l'information à délivrer aux patients. Nous en avons fait une notice avec des schémas et cette notice de 20 pages, vous pouvez la commander et la diffuser, la distribuer à vos patientes après la consultation. Et un outil spécifiquement pour médecins et professionnels de santé, la physiopathologie de l'endométriose. Donc c'est un livret qui est relié, plastifié et qui montre un peu les différentes localisations de l'endométriose et qui vous permet d'illustrer en fait votre consultation et de pouvoir montrer aux patientes où se trouvent leurs lésions d'endométriose. Voilà, c'est toujours mieux quand on peut illustrer et donc nous vous offrons ce petit livret sur commande et pour le commander, celui-ci, c'est via notre site internet et puis pour vos patientes, vous pouvez aussi, mais aussi pour vous, ça sera une source d'information complémentaire. Je voulais vous présenter les 2 livres que nous avons publiés. Idées reçues sur l'endométriose, qui a été publié aux éditions du Cavalier Bleu en 2018 et une édition revue et augmentée en 2020. Il a été co-dirigé par le professeur Charles Chaperon. Le docteur Jean-Philippe Estrade a d'ailleurs écrit un chapitre de ces idées reçues. Et l'idée, c'était vraiment de partir des principales idées que l'on avait sur l'endométriose, comme par exemple la grossesse guérit l'endométriose. Et puis, pour les plus jeunes, l'endométriose de Clara, donc qui est un format roman graphique, une BD, qui est très, très facile à lire, qui plaît beaucoup aux ados, mais aussi à leurs parents, qui a une double lecture en fait, et qui retrace l'histoire de Clara, qui est une jeune fille qui souffre de douleurs pendant les règles, et que son médecin ne diagnostique pas, que sa maman finit par ne plus écouter, et bien évidemment, quelques années plus tard, finit par lui diagnostiquer une endométriose. Et donc, ce livre, il est tout à fait bienveillant et sans aucun pathos, et on ne tombe pas dans quelque chose de dramatique. Il est vraiment super bien illustré. Il a reçu la note de 4,67 sur 5 par les lecteurs de la FNAC. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez lire vous-même et que vous pouvez proposer comme source d'information à vos patientes. Il y a un petit cahier explicatif à la fin avec des informations sur la maladie. Et puis, voilà, ces 2 livres, vous les trouvez dans toutes les librairies.
soit en ligne, soit vous pouvez les commander à la Fnac, chez Cultura, etc. Merci encore d'assister à cette formation. Je reste à votre disposition, nos bénévoles restent à votre disposition. On est un petit peu en manque de bénévoles sur la région PACA, donc si un jour dans vos consultations vous voyez une patiente qui a beaucoup de recul, qui a pris soin d'elle, qui est prête à accompagner les autres, qui est prête à aider, qui n'est plus dans la colère, qui a dépassé son histoire avec l'endométriose, n'hésitez pas à lui proposer de rejoindre l'équipe EndoFrance. On a toujours besoin d'aide parce qu'on est de plus en plus sollicité. Et voilà, on a vraiment besoin de bénévoles. Notre site internet, c'est une vraie ressource pour vous, pour les patientes. N'hésitez pas à orienter vers lui. Et puis, c'est par ce biais-là aussi qu'elles peuvent contacter nos bénévoles. Donc, pas d'hésitation. Un grand merci pour votre attention. Je vous souhaite une très très bonne formation et à bientôt. Donc, bienvenue à cette deuxième réunion de formation de notre projet Luna, qui est un projet, vous l'avez compris, digital, mais surtout un projet de fond sur la lutte contre l'endométriose. Je suis ravi que l'hôpital Pré-France puisse à nouveau nous accueillir pour organiser cette réunion avec mes collaborateurs, le docteur Pascal Mourcialon et François Guilibert. Donc, nous sommes tous les trois spécialisés en endométriose, et précisément en chirurgie de l'endométriose, et organisateurs de parcours de soins. Alors, pourquoi lier le côté établissement de soins et également digital? Tout simplement parce qu'on va essayer de découvrir au cours de cette formation l'endométriose, bien sûr, est dite une pathologie complexe qu'on va essayer un petit peu de recadrer ensemble avec vous au terme des discussions, et que le digital aujourd'hui permet nettement d'améliorer le contact entre les patients et le parcours de soins, pas forcément les médecins, mais tous les acteurs de santé autour de cette pathologie. Et donc pour nous, il était très important de mettre en place ce type de formation. Donc le sujet d'aujourd'hui, ce sont les phénotypes. Qu'est-ce qu'un phénotype? Un phénotype, c'est une classification de la maladie à l'intérieur de la maladie. En endométriose, on a souvent l'habitude de classer cela en fonction des scores et notamment des stades, qui sont plus des stades dits opératoires et qui ne sont pas forcément le reflet de la vérité pour la gestion de la maladie. Raison pour laquelle nous allons discuter de phénotype. Bon, ce schéma, il est d'emblée un petit peu complexe, mais en fait, c'est tout simplement pour mettre en évidence que l'endométriose est avant tout une maladie un petit peu biologique, à la limite de la maladie auto-immune, et que cette cellule d'endométriose que vous voyez ici sur le schéma de gauche est une cellule un peu particulière. Au départ, c'est une cellule d'endomètre simple, mais qui peut acquérir des facultés un petit peu particulières, qui peut s'exporter, vivre dans un milieu dit entre guillemets hostile, parce que vous savez que les cellules normalement n'ont pas à se développer par ailleurs. Donc la cellule d'endométriose et d'endomètre, c'est un modèle assez particulier dans le monde de la biologie. Et lorsqu'elle s'exporte, alors bien sûr, on va pas revenir sur les théories de reflux, d'implantation, de métaplasie ou de cellules souches. On a décidé de faire assez simple, et on y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans d'autres formations. Mais lorsque cette cellule d'endomètre devient une cellule endométriosique, elle va acquérir plusieurs spécificités. La première, c'est de se défendre contre les globules blancs, les macrophages, les monocytes. Également, de créer son propre réseau vasculaire, son propre réseau neuronal, qui va pousser petit à petit cette cellule d'endométriose, donc on va le voir sur le côté droit, à obéir. Donc cette cellule d'endométriose qui va ensuite se déplacer, va subir une cellule d'endomètre, c'est-à-dire les menstruations. Les menstruations vont également donner une réaction inflammatoire avec les macrophages, les interleukines 1 et 6. Cela va entraîner une réaction au niveau du tissu hôte qui va être plutôt de la fibrose et de l'hyperplasie musculaire, c'est-à-dire qu'autour de ces lésions d'endométriose, des cellules de muscles nouvelles vont se créer. Et en fait, cette cellule qui va s'organiser et se multiplier va devenir autonome. Elle va créer elle-même ses vaisseaux, son réseau lymphatique, son réseau de neurones assez typiques, les neurones à peptide C qui sont plutôt douloureux. Et ensuite, ces lésions vont s'organiser grâce au développement par elles-mêmes d'œstrogènes locaux, et cela peut donner des lésions, des nodules, des kystes, de l'adénomiose et des adhérences, et c'est aujourd'hui le sujet. Le problème, c'est que ces lésions ensuite qui se sont organisées vont à nouveau subir la menstruation, la réaction inflammatoire, etc., etc. Et donc, on est rentré à ce moment-là dans un cercle assez important. Donc, les 4 phénotypes que l'on connaît aujourd'hui, les 3 typiques d'endométriose externe sont l'endométriose superficielle, l'endométriome, l'endométriose profonde
Et en petit carré au-dessus, un autre phénotype qui est pas vraiment de l'endométriose externe, mais qui est de l'adénomiose, donc on va dire une cousine de l'endométriose qui va se développer à l'intérieur de l'utérus. Ces 4 phénotypes peuvent être isolés, ils peuvent être aussi associés les uns avec les autres, donc vous voyez que les probabilités peuvent être très importantes. À titre d'exemple, dans un endométrium qui est un kyste de l'endométriose dans l'ovaire, peut être associé dans 80% des cas à une endométriose profonde. Mais il y a aussi des questions temporelles, c'est-à-dire que l'adénomiose peut en général se développer très fréquemment chez la femme après 40 ans de façon complètement isolée, mais peut être également présente et associée à une endométriose profonde. On va essayer, pour un peu simplifier les choses et pour reconnaître un petit peu ces phénotypes, comment les détecter à la symptomatologie, à l'examen clinique ainsi que dans les examens paracliniques, de les séparer les uns après les autres. Pour donner un petit peu plus de spécificité, on a essayé de caractériser les phénotypes en fonction en jaune de la symptomatologie, de la clinique, des examens paracliniques et de leur rôle dans l'infertilité. Dans la symptomatologie, on va dire que tout ce qui est commun en général, ce sont 5 signes à peu près communs à toutes les endométrioses. C'est bien sûr, vous les connaissez, c'est la dysménorrhée. Donc la dysménorrhée dans l'endométriose, c'est une dysménorrhée qui est un petit peu plus importante que la dysménorrhée classique des règles douloureuses, donc en général supérieure à 6 et pouvant entraîner des éléments secondaires comme les nausées, les vomissements, l'absentéisme scolaire. La dyspareunie, les douleurs chroniques en dehors du cycle, les ménométrorragies sont ici évocateurs d'adénomiose ou d'endométriose. Donc la symptomologie spécifique, ça va être plus, vous le verrez, les dyspareunies profondes et superficielles, les dyskésies, douleurs pendant les douleurs pendant la défécation, les rectorragies, les maturies, les douleurs tronculaires, on va voir au niveau des jambes, au niveau des nerfs sciatiques et du nerf crural, les scapulagies qui sont les douleurs à l'épaule. Et ensuite, on va avoir des signes plus secondaires qui sont secondaires à la hypersensibilisation de ces douleurs, qui vont être plutôt de l'ordre de la fatigue, des lombalgies, des ballonnements digestifs, des troubles digestifs plus globaux comme diarrhée, constipation, nausées, etc., infertilité et impériosité mictionnelle. Donc mon rôle était de vous présenter l'endométriose superficielle et profonde. La définition entre les deux, c'est que globalement, c'est du développement de tissu endométriosique à l'intérieur de la cavité abdominopelvienne, également possible au niveau de la plèvre. Quand c'est inférieur à 5 mm, on va appeler ça plutôt de l'endométriose superficielle. Donc ça, c'est plutôt de l'anapathe. Quand on opère les gens, on peut voir ça prélevé, et c'est une définition anatomopathologique. Quand c'est supérieur à 5 mm, ce sont des lésions d'endométriose dont le cercle vicieux a peut-être pas mal tourné, qui se sont bien développées, qui ont envahi un petit peu les organes adjacents, et on va voir que ça peut toucher pas mal d'organes. Il y a quand même des localisations communes entre les deux, c'est qu'en général, ça peut se passer sur la surface séreuse de l'utérus, donc puisqu'à l'intérieur de l'utérus, c'est plutôt des lésions d'adénomiose. Ça peut se passer sur le péritone abdominopelvien et toute la plèvre, et atteindre tous les organes de l'abdomen, du pelvis, bien sûr avec une prédilection sur les organes pelviens. Le poumon, on peut trouver ça aussi sur l'ombilic, ce sont des lésions tout à fait possibles, sur des cicatrices d'épisiotomie et sur des cicatrices de césarienne. Concernant l'endométriose superficielle, comme annoncé, on peut voir un petit peu ces lésions un peu dans toute la cavité pelvienne. Et vous avez quelques exemples là sur une photo de droite qui est intéressante parce que en fait, on voit que cette patiente, ça c'est une célioscopie, on n'a rien touché, on a juste observé. On voit qu'il n'y a pas de manipulateur dans l'utérus. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite que c'est un utérus qui est relativement figé et qui est porteur de pas mal de lésions qu'on voit bleutées dans le cul-de-sac de Douglas. Et la particularité qu'on retrouve assez fréquemment, c'est qu'on trouve du sang. Alors c'est du sang assez mauve, qui paraît assez ancien. Bien sûr, toutes les patientes quasiment, lorsqu'elles sont opérées pendant leurs règles, pour X raisons, on peut retrouver du sang à l'intérieur de la cavité abdominale. Ce sang peut être évidemment porteur de cellules d'endomètre et tout va se jouer sur le tissu hôte. Est-ce que ces cellules sont relativement agressives pour s'implanter? Est-ce que le tissu va autoriser cette implantation? Donc il y a une relation biologique plus importante qui n'est pas le sujet du jour, mais qui montre bien aussi la possibilité par le phénomène de régurgitation, c'est une théorie qui est un peu mise à mal ces derniers temps, mais qui peut tout à fait se comprendre par cette photo. Sur la photo du dessous, en fait, vous voyez une célioscopie également avec le centre phénique. Là, on est complètement sur le diaphragme et on voit ces lésions situées sur le diaphragme qui peuvent donner des douleurs assez particulières qui sont des douleurs en général de l'épaule droite et toujours des douleurs cycliques. Donc là, on a l'endométriose superficielle. Globalement, c'est l'endométriose peut-être qui nous gêne un petit peu le plus en fait parce que ces endométrioses superficielles, on va le voir, c'est pas vraiment vu à l'imagerie. Donc quand une patiente a très très mal, c'est vrai qu'on va éviter de faire des célioscopies diagnostiques juste pour aller voir ce qui se passe. Donc la symptomatologie en général
général, elle est assez commune. Elle est très variable d'une patiente à l'autre et on a du mal à corréler les douleurs avec une endométriose superficielle à la différence de l'endométriose profonde. Variable, sauf pour les douleurs à l'épaule droite, comme on l'a cité, parce que lorsqu'il y a des atteintes au niveau du diaphragme, ces atteintes peuvent être extrêmement superficielles, mais très douloureuses sur l'épaule droite. Alors, à l'examen clinique, quand on va examiner la patiente, à l'examen abdominal, à l'examen pelvien touché vaginal, on ne va pas vraiment sentir de nodules, pas vraiment sentir de syndrome de fixation. Et la douleur va être plutôt globale et non systématisée. Ce qui est extrêmement gênant, c'est qu'on a du mal encore aujourd'hui avec l'écho et l'IRM. J'ai mis plus ou moins, j'ai mis peut-être moins que plus d'ailleurs, à retrouver des lésions d'endométriose superficielle. Certains radiologues essayent de vraiment trouver la solution, raison pour laquelle de temps en temps on voit passer des caractéristiques comme un épaississement de l'utérosacré ou des lésions comme ça, des douleurs au passage de la sonde sans vraiment mettre en évidence de lésions particulières. Donc les IRM s'améliore, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des caractéristiques typiques de l'endométriose superficielle, ce qui peut pousser, dans certains cas, et en cas de résistance à des traitements, y compris des traitements hormonaux, et quand on a une grosse résistance, de faire une cystoscopie diagnostique, ce qu'il faut éviter de faire. Alors, quelles sont la relation sur la fertilité de l'endométriose superficielle? Le potentiel, il est faible, mais ça dépend parce que, en fait, l'endométriose superficielle peut amener, c'est pas le cas chez cette patiente au-dessus, de la photo du dessus, à provoquer des adhérences. Ces adhérences peuvent effectivement bloquer les trompes, ne pas favoriser le rapport entre l'ovaire et la trompe, ce qui peut déclencher des adhérences et une certaine infertilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? En fait, là aussi, quand l'infertilité est associée, on peut indiquer une célioscopie parce qu'effectivement, dans beaucoup d'études, le fait de traiter l'endométriose superficielle et de traiter les adhérences améliore nettement la fertilité de ces patients. Donc, on va passer à l'endométriose profonde, qui est un chapitre un petit peu plus important. L'endométriose profonde, on va la déclencher. Bon, j'ai essayé de faire simple parce qu'effectivement, il y a de multiples localisations. Donc, on va parler d'endométriose profonde antérieure, qui concerne la vessie et les urtères. À gauche, vous voyez, alors on va plutôt parler de l'IRM de droite, qui était l'IRM de la patiente que l'on a vu, qui a été opérée. L'IRM de droite, vous voyez ici, en fait, là où il y a l'étoile et la flèche, une endométriose qui est kystique, qui montre bien des kystes hémorragiques sur le nodule, qui est entre l'utérus et la vessie et qui envahit la vessie. C'est typiquement une endométriose de vessie. Voilà, donc on regarde la vessie et au-dessus, on va voir apparaître ce nodule un petit peu au-dessus qui était bleuté avec la sonde double J. Et à gauche, une vue post-opératoire, vous voyez que les dégâts peuvent être relativement importants avec la sonde vésicale en jaune et la sonde bleue qui est une sonde double J qui part de la vessie au rein avec une résection assez importante. Donc, que donne ce type de lésion? En fait, à la symptomatologie, en plus de la symptomatologie commune, on peut avoir des douleurs à la miction, très fréquemment des saignements dans les urines, alors soit rosés, soit des vrais saignements pendant les règles. On peut avoir une impériosité mictionnelle, car le nodule va gêner la vessie, va contracter, et donc la patiente va faire pipi souvent. Et on peut avoir des douleurs lombaires latéralisées, tout simplement parce qu'être dans la vessie ou le nodule qui peut être coincé sur l'urtère peut malheureusement entraîner une sténose de celui-ci et déclencher une dilatation. Donc là aussi, tous les signes urinaires unilatéraux chez une patiente de l'endométriose, comme une pyélonéphrite, la présence de lithiase, de coliques néphrétiques, etc., doit faire marquer au moins un bilan par une échographie 5 pour voir si la dilatation pyélocalicielle est présente ou pas. À l'examen clinique, c'est assez compliqué, ça fait assez mal. On peut sentir un nodule antérieur, mais à la différence du nodule rectovaginal, le nodule envahira rarement le vagin, mais on peut quand même percevoir une fixité antérieure et latérale, et surtout une douleur élective, à la différence des endométrioses superficielles. Par contre, ce qui nous aide beaucoup, c'est l'échographie ainsi que l'IRM. Vous le voyez sur l'IRM, et à l'échographie, on voit très bien aussi les lésions. On voit très bien la lésion et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand il y a une lésion, surtout quand la vessie est un petit peu remplie, comme c'est le cas là, on voit très très bien la lésion dans l'endométriose vésicale. On le voit également à la cystoscopie, donc l'examen que j'ai montré au milieu qui permet de voir à l'intérieur de la vessie. On peut demander un uroscanner, c'est un scanner particulier qui est injecté et qui permet de voir s'il y a un retentissement sur l'appareil urinaire, si on voit aussi le nodule. Et on va pouvoir voir les nodules vessie, les nodules d'urtère, on va voir aussi les dilatations pyélocaliciennes. Qu'en est-il
quand il n'y a que de l'endométriose vésicale, est-ce qu'il y a un potentiel sur la fertilité? En fait, ça a été étudié, il y a un potentiel qui est assez faible, mais il reste présent par les adhérences et l'inflammation. Et par contre, il faut savoir que ces patientes qui vont avoir une PMA pour une raison X ou Y avec ce type de nodules, ce sont des nodules, à la différence des nodules du rectum, qui réagissent très fortement à la stimulation de la PMA, parce qu'on a vu des patientes nettement s'aggraver ou alors dilater un rein à cause de la stimulation. Donc, ce sont des lésions qui sont très hormonosensibles. On peut passer. L'endométriose profonde digestive, on en parle beaucoup, ça fait beaucoup parler, mais il faut savoir que parmi la population, en général, il y a à peu près 10% de patients qui peuvent avoir l'endométriose, et que l'endométriose digestive concerne seulement 5 à 12% des patientes, et que dans la majorité des cas, ces lésions sont dans le pelvis, c'est dans le rectum et le côlon sigmoïde. Mais ça peut également arriver au niveau du cécum, au niveau de l'appendice, et très rarement au niveau de l'intestin grêle. Vous voyez ce type de nodule schématisé sur le côté gauche, on va y revenir. L'endométriose profonde postérieure, ça peut atteindre les ligaments utérosacrés, donc ces petits ligaments en arrière de l'utérus, ça peut atteindre la cloison du rectum et du vagin, on le voit sur la classification qui est la classification de Schifley. Donc on peut avoir une simple à gauche au type 1, une tête pure et unique du vagin avec un nodule bleuté dans le vagin sans atteinte du rectum. On peut avoir aussi dans le type 2 une atteinte du fornix, c'est-à-dire que c'est à point de départ du col utérin, peut-être c'est une adénomiose externe qui a une petite coulée. Et le type 3, c'est ce qu'on appelle la lésion de type diabolo qui peut envahir le vagin, la cloison recto-vaginale et le rectum. Cette lésion, elle est bien individualisée dans le petit schéma de gauche, un schéma de Netter, où on voit ces lésions bleutées typiques qui sont pas forcément issues là aussi d'une lésion dite d'implantation, mais qui peut être des lésions, des aberrations, des métaplasies dues à la morphogénèse, mais qui peuvent, vous le voyez, envahir le vagin et le rectum. Ces lésions peuvent être tout à fait isolées, sans autre phénotype par ailleurs. Je vous ai mis une petite photo du cécum également. C'est une entité assez particulière sur le cécum, donc à la base du côlon droit, puisque l'appendice est très souvent touché par l'endométriose profonde, et la base de l'appendice, qui est donc le bas-fond cécal et voire la jonction entre l'iléon et le cécum, il peut y avoir des lésions. Dans 25% des cas, quand il y a une grosse lésion d'endométriose rectale, il peut y avoir ce type de lésion. Ce type de lésions sont mal vues, sont pas forcément recherchées, mais il faut s'attendre à cela. Quand il y a des signes cliniques, on va le voir en fosse iliaque droite. Ces lésions doivent être recherchées parce qu'elles peuvent donner une occlusion digestive, ce qui est rarement le cas au niveau du rectum. Donc sur la photo de droite, vous avez l'IRM qui montre en haut une lésion de type plutôt type 2, avec une lésion en rétroismique qui va coller un petit peu sur le rectum. Et on voit aussi la photo chirurgicale, la photo du haut, un accolement complet du cul-de-sac de Douglas, donc la motrice, plus du tout de mobilité, et ce qui est ouvert. Et ensuite une résection totale en conservant le rectum, en faisant la technique du shaving, qui permet de libérer complètement les lésions. Donc la clinique, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans communément au niveau postérieur, en plus de la symptomatologie commune, c'est de la dyspareunie balistique. Alors balistique, ça veut dire que la patiente a une dyspareunie profonde, toujours au même endroit, et qui peut apparaître pendant le rapport et qui est très souvent postérieure au rapport. C'est-à-dire que la patiente peut avoir mal toute une nuit à cause du rapport sexuel. On peut avoir au niveau digestif une dyschésie, c'est-à-dire que vraiment des grosses douleurs plutôt pendant les règles lors du passage des selles. On peut avoir des rectoragies. Alors les rectoragies, malheureusement, c'est pas vraiment un signe spécifique. Beaucoup de patientes disent qu'elles ont des rectoragies. Il peut y avoir des fistures anales, des hémorroïdes, etc. Mais effectivement, le signe de la rectoragie doit pousser également peut-être à faire une coloscopie. Il peut y avoir des constipations terminales et des pseudo-occlusions, tout dépend du volume du nodule, en sachant que le rectum est un organe assez large, donc assez faiblement sténosant. Mais il peut, si la lésion est un petit peu au-dessus au niveau du sigmoïde ou au niveau du cécum, le côlon est moins extensif, à ce moment-là, il peut y avoir des douleurs. Et il faut également rechercher une douleur à la fosse iliaque droite qui peut être le signe de la région appendiculaire, donc d'une lésion à ce côté-là. Donc dans les régions profondes, à l'examen clinique, la patiente est assez douloureuse. Effectivement, c'est pour l'intérêt, c'est qu'il faut bien interroger les patientes avant pour s'attendre à ce type de lésion. Les lésions sont en général au milieu du vagin, c'est possible, mais c'est assez rare. Bien plus souvent situé en arrière du col, avec une fixation. Et ça, c'est un signe très important à noter. On peut également réaliser un examen, il faut toujours réaliser d'ailleurs un examen au spéculum, parce que en déployant alors c'est pas très facile, parce qu'en général, le col est fixé,
Il faut essayer de déplier le vagin postérieur pour aller découvrir une lésion bleutée possible au niveau du vagin et tout ce type de fixation. Et la douleur est vraiment élective. Et il ne faut pas insister évidemment parce que les patients peuvent avoir très mal et longtemps après la consultation, mais l'examen est important. Là encore, on l'avait dit la dernière fois, mais le toucher rectal n'est pas bienvenu, notamment en consultation. C'est un acte qui n'est pas sympathique effectivement, mais aussi quand il y a un nodule qui est extrêmement douloureux. Et on leur réservera un examen éventuellement sous anesthésie générale. Là aussi, c'est une endométriose profonde, donc l'échographie et l'IRM peuvent vraiment apporter, on voit très bien les lésions, et j'insiste aussi sur le rôle de l'écho, parce que souvent on pense que c'est l'IRM, une échographie bien faite permet de voir la lésion et de la relier à la douleur. Et lorsqu'il y a des lésions comme ça, on peut réaliser un entéro-scanner ou un entéro-IRM pour avoir un petit peu mieux, une écho-endoscopie rectale avec une coloscopie pour connaître le pronostic de ce type de lésion, et on va retrouver un nodule recto-vaginal, rectal ou sigmoïdien. Qu'en est-il de l'infertilité? Son potentiel est relié plutôt fort parce que, en général, ces nodules sont rarement isolés. Il peut y avoir une endométriome, il peut y avoir une adénomiose, une coulée externe, etc. Mais il y a beaucoup d'adhérence et d'inflammation qui provoquent des dyspareunies pour lesquelles les patients n'ont souvent plus de rapport et ce qui explique complètement l'infertilité. Ça peut expliquer pourquoi la chirurgie peut également être très efficacement efficace à partir du moment où on corrige les douleurs et que la biologie du couple est bonne. Et, comme je l'ai dit, il y a une association aux autres phénotypes qui peut être assez fréquente. Les endométrioses profondes et postérieures. Il y a une lésion qui est moins connue et pourtant, lorsqu'on interroge bien les patients, ce sont des patients qui ont souvent eu un retard diagnostique encore plus long que l'endométriose. Ce sont les lésions des nerfs sacrés. Alors les nerfs sacrés, finalement, vous le voyez sur la photo de cette patiente que j'ai opérée il y a à peu près 1 an. Finalement, on voit qu'en bas et à gauche de l'utérus, il y a une attraction qui n'est pas forcément très importante. Évidemment, on a été aidé par l'IRM parce que cette patiente avait une atteinte du nerf sacré. On voit la racine S2 en bas de l'image, ici en diagonale, en plein milieu, et avec tout le nodule qui a été prélevé. Et donc, le fait, il n'y a pas forcément d'atteinte du nerf, mais le fait qu'il y ait une attraction à ce niveau-là, etc., peut déclencher des douleurs sciatiques très importantes et également des atteintes du nerf pudendal avec des douleurs périnéales fulgurantes, notamment cycliques, avec des patients qui arrivent en boitant réellement. Donc ces lésions, il faut les connaître, il faut pouvoir les dépister parce que c'est pas forcément une sciatalgie d'origine lombo-sacrée, etc. Et là, vous voyez le rapport à droite du schéma entre le côlon, la vessie et l'utérus des nerfs, et notamment également des nerfs autonomes. Donc j'insiste sur la symptomatologie parce que c'est important, parce qu'en général, l'atteinte des nerfs sciatiques et des nerfs sacrés fait prévisager une endométriose assez importante du paramètre. Donc il faudra surveiller l'urtère, etc. Donc on peut avoir, comme je l'ai dit, des douleurs sciatiques cycliques, des douleurs périnéales. Là, à l'examen, il faut aller un petit peu sur les côtés. On va vraiment sentir le nodule avec une douleur très importante qui peut même déclencher une sciatalgie avec une fixation assez importante. Et là, dans ces considérations, l'IRM et surtout la neuro-IRM, l'IRM neuropelvien, qui sont des acquisitions particulières, peut vraiment montrer l'atteinte ou pas des nerfs sacrés. Et lorsqu'on a ce type de lésion, il faut à ce moment-là faire des examens un petit peu plus importants pour connaître le pronostic d'une éventuelle résection chirurgicale par l'atteinte. Est-ce qu'il y a des troubles moteurs par la présence de ce nodule. Là aussi, c'est la même chose que pour les atteintes digestives et postérieures. Le potentiel peut être fort du fait de douleurs et de la présence de dyspareunie, d'inflammation et d'association aux autres phénotypes. On finira, je crois, avec alors, j'aurais pu parler des endométrioses, on a déjà discuté la dernière fois, des endométrioses de l'ombilic, du périnée sur les épisiotomies de la paroi antérieure, qui sont des lésions assez typiques, qui sont plutôt des lésions secondaires, y compris chez les patients non endométriosiques, mais dont il faut connaître la présence. La valve qui repousse le foie, on est tout en haut, et vous voyez cette très grosse lésion ici, endométriose sur le diaphragme, et qu'on va réséquer. Il faut savoir, là on voit le poumon, donc je vous ai fait grâce de toute l'intervention, mais pour vous montrer que les lésions peuvent être très importantes, que là, en fait, en ouvrant le diaphragme, on se retrouve immédiatement dans le poumon. Ce sont des patientes qui peuvent présenter des douleurs épigastriques, des scapulalgies,
et aussi des pneumothorax cycliques, parce que la lésion peut être dans le diaphragme, mais il peut aussi avoir des lésions superficielles ou profondes au niveau du poumon, avec des pneumothorax à chaque règle, qui peuvent poser des problèmes très importants aux patientes. Et il peut y avoir aussi des lésions complètement isolées. Bon, évidemment, l'examen clinique, il n'y a pas de signe particulier, parce que là, on est en dehors de toute palpation, et que là aussi, l'imagerie par IRM, par scanner ou par thoracoscopie va pouvoir nous permettre de faire le diagnostic. L'association avec une fertilité, lorsqu'elles sont isolées, est relativement faible pendant l'association aux autres phénotypes. Par contre, effectivement, ces types de lésions sont nécessaires à dépister parce que lors d'une grossesse et de la distension du diaphragme, ça peut poser certains problèmes. En résumé, sur l'endométriose superficielle et profonde qu'on va retrouver sur l'endométriose ovarienne François, ces lésions peuvent être associées et isolées et peut arriver quand même avec un petit peu d'expérience et de clinique. Et ce que je vous conseille, c'est de vraiment bien interroger les patientes avant l'examen et après, parce qu'on a la fameuse histoire où les patientes vous disent qu'elles n'ont pas de difficultés pendant les rapports. Vous les examinez et là vous tombez sur un nodule avec une fixation postérieure incroyable, avec une douleur très importante à l'examen clinique. Et là vous posez la question quand la patiente est à nouveau devant vous, vous dites mais je n'ai pas compris, vous m'avez dit que vous n'avez pas de douleur pendant les rapports. Et elle me dit bien sûr j'ai plus de douleur parce qu'en fait, ce sera le mot de la conclusion, j'ai plus de rapport depuis 1 an. Voilà, donc là aussi, il faut faire l'interrogatoire avant qu'il soit bien fourni. Ce sont des outils qu'on va développer au sein de la plateforme Luna, évidemment, mais l'interrogatoire après est tout aussi important. Donc je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Jean-Philippe pour cette présentation très exhaustive sur tous les types d'endométriose. Moi, je vais vous parler d'un type plus spécifique qui est l'endométriose de l'ovaire ou endométriome ou kyste de l'ovaire d'endométriose. Tout ça, c'est la même chose, c'est la même maladie dont on parle, c'est le même phénotype. Vous avez bien compris qu'on parle de phénotypes maintenant dans l'endométriose, de phénotypes qui peuvent être considérés comme différents de par leur physiopathologie, mais aussi les examens complémentaires et les résultats dont on va en attendre et le pronostic de la maladie. Donc plus spécifiquement donc sur les kystes d'endométriose, les kystes de l'ovaire d'endométriose ou endométriome. C'est une maladie qui est relativement fréquente et on retrouve une paroi, donc là c'est un examen anatomopathologique avec l'intérieur du kyste qui est en blanc, une paroi qui est colorée, qui sont des cellules endométriales, donc c'est là que se situe l'endométriose, qui vous voyez pas très épaisse. Et puis autour de cette paroi d'endométriose, de la fibrose, pas mal d'épaisseur de fibrose, ça va avoir son importance pour la suite. Et autour de cette fibrose, du tissu ovarien normal. Contrairement aux autres kystes bénins de l'ovaire, on n'a pas de plan de clivage, on n'a pas de passage facile puisque entre notre paroi d'endométriose et notre tissu ovarien normal, on n'a pas de zone de transition, on a une fibrose qui est relativement forte et relativement cohésive et il va être difficile de passer entre ces deux zones chirurgicalement. C'est une pathologie qui est relativement fréquente dans le cadre des endométrioses pelviennes. Ça représente une association dans 15 à 40% des endométrioses, donc près d'un tiers des femmes qui ont une endométriose pelvienne diagnostiquée vont avoir un endométriome. Et à contrario, quand on a un endométriome, c'est exceptionnellement quelque chose d'isolé. Dans plus de 90% des cas, on a une endométriose pelvienne associée ou une adénomiose ou un des autres phénotypes dont vous a parlé Jean-Philippe tout à l'heure. L'endométriome, donc le kyste de l'ovaire d'endométriose isolé, est quelque chose d'exceptionnel. Si on diagnostique un kyste de l'ovaire d'endométriose, il faut se battre pour trouver où sont les autres endométrioses, les autres lésions d'endométriose, parce qu'on va généralement en retrouver. Le kyste d'endométriose, il peut faire de 1 à 15 cm, voire plus, voire moins d'1 centimètre. C'est des lésions de toute taille. C'est lié à une invagination, de dépôt en superficie de l'ovaire de cellules endométriales qui vont se transformer et devenir de l'endométriose et qui vont s'invaginer dans l'ovaire. Il va y avoir quasiment systématiquement une adhérence de cette paroi ovarienne au tissu adjacent, à la paroi pelvienne ou à l'utérus. Et cette invagination va augmenter de taille à chaque cycle. À chaque fois qu'il y aura un épisode de saignement, il y aura un développement de l'endométriose et donc un développement du kyste avec une augmentation de taille de ce kyste de l'ovaire. Jean-Philippe parlait tout à l'heure des symptômes associés à l'endométriose. Je crois que dans l'endométriome, ils sont pas spécifiques. Ces symptômes dont
dont Jean-Philippe vous a parlé, qu'on connaît bien maintenant, les dysménorrhées, donc les douleurs pendant les règles, les douleurs pendant les rapports, les douleurs à la miction, à la défécation. Attention, ces douleurs, elles peuvent devenir chroniques. Et quand on a des patientes qui ont un terrain qui a évolué au bout de plusieurs années, elles n'arrivent plus à dire que c'est des douleurs pendant les règles. Elles nous disent j'ai des douleurs permanentes, quoi. Mais si on reprend correctement l'interrogatoire, et je pense qu'il faut insister sur ce point de l'interrogatoire avant et après l'examen clinique, si on reprend cet interrogatoire, en fait, ça a commencé dans l'enfance, dans l'adolescence, par des dysménorrhées qui ont été crescendo. Et avec le temps, les douleurs se sont installées et perdurent en permanence. Donc, il n'y a plus ce côté cyclique. Et si on reprend l'interrogatoire, on retrouve le côté cyclique. Ça peut être aussi un diagnostic lié à un bilan de fertilité. Donc, bien sensibiliser. Je crois que maintenant, ils le sont bien, les médecins de PMA. Quand on a une infertilité, on va rechercher l'endométriose et notamment les kystes de l'ovaire d'endométriose. Et parfois, ça peut être un diagnostic fortuit, une découverte sur autre chose. J'ai récemment une patiente qui a eu une échographie abdominale pour une cholestystite, donc une inflammation de la vésicule, qui était typique, qui a été opérée de sa vésicule. Mais sur l'échographie, on a découvert un kyste d'endométriose de 10 cm. Donc voilà, ça peut être aussi dans ce cadre-là. Donc après, ça va changer la prise en charge, suivant s'il y a un projet de grossesse, suivant s'il y a des symptômes ou pas. Les examens complémentaires dans les kystes de l'ovaire d'endométriose, on va pas débattre sur est-ce qu'il faut faire d'abord une échographie, d'abord une IRM, les deux, l'un puis l'autre. Ce qui compte, c'est d'avoir un réseau et de pouvoir avoir un diagnostic qui soit bien fait. Donc si vous avez un bon radiologue qui vous fait une bonne échographie pelvienne, voire endovaginale, en prévenant bien les patientes que ça peut être douloureux, c'est des examens qui sont forcément désagréables, mais qui peuvent être douloureux, notamment quand on a une endométriose. Ça peut être suffisant, on le complète quand même très souvent encore aujourd'hui par des IRM pelviennes, là aussi avec des radiologues qui ont l'habitude et avec comme objectif principal non pas de caractériser un peu mieux cet endométriome qu'on a bien vu sur la photo de gauche à l'échographie, mais pour aller rechercher une endométriose associée, une atteinte des ligaments utero-sacrés, une atteinte du cul-de-sac de Douglas, une atteinte plus à distance, notamment si on a un endométriome de l'ovaire droit, ne pas oublier d'aller rechercher une atteinte du cécum ou de l'appendice, qui doivent être traités spécifiquement, puisqu'ils sont responsables d'un grand nombre de sténoses et d'occlusions. On va associer à ça un bilan de fertilité systématique si la patiente a un projet de grossesse ou pourrait avoir un projet de grossesse un jour. On ne prend pas en charge un kyste de l'ovaire d'endométriose sans avoir un bilan de fertilité complet qui va être un compte des follicules en trop à l'échographie ou à l'IRM, un dosage de la FSH, de la LH, de l'ostradiol et de l'hormone antimullérienne. Ça va nous guider pour la prise en charge, ça va nous guider pour le suivi de la patiente, ça va permettre à la patiente de se poser la question, de savoir si elle a un projet de grossesse aujourd'hui, plus tard, et de pouvoir anticiper les choses. Donc c'est primordial dès le diagnostic d'un endométriome, d'évoquer avec la patiente la possibilité de la fertilité, la problématique de la fertilité, afin de lui donner une information précoce, claire et le plus complète possible. Parce que oui, l'endométriose, c'est bien connu, ça diminue la fertilité, et le kyste de l'ovaire d'endométriose, même s'il est isolé, il va diminuer la fertilité, mais surtout, comme on l'a vu, il est très souvent associé à des endométrioses pelviennes profondes, et donc il va réduire la fertilité de façon importante. Il va réduire la fertilité directement, et il va aussi complexifier la prise en charge de la procréation médicalement assistée, en diminuant les résultats de PMA, en rendant des ponctions plus difficiles. Vous imaginez bien le kyste de l'ovaire qu'on a vu tout à l'heure, si on veut ponctionner les ovocytes. Donc je vous rappelle qu'en PMA, on donne des hormones pour augmenter la taille des ovocytes et le nombre afin de pouvoir les ponctionner, notamment en FIV. On peut être gêné un peu si c'est un petit endométriome, mais beaucoup si on a un endométriome de plusieurs centimètres, voire de 10 à 15 centimètres. Et ça va rentrer dans la discussion quand on va prendre en charge la patiente et quand on va discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire du cas de la patiente. Si on a un endométriome volumineux, est-ce qu'il ne faut pas le ponctionner ou le traiter avant la prise en charge en PMA pour permettre d'avoir une ponction des ovocytes qui soit faisable. Donc il y a une importance à tout ça, et il y a une importance encore plus forte de la réserve ovarienne et de la réponse à la stimulation. Si on a un volumineux endométriome, mais qu'on a une bonne réserve ovarienne, et surtout qu'on a une bonne réponse à la stimulation, on va avoir des résultats en taux de grossesse qui vont être bons. Dès que la patiente a son diagnostic d'endométriose, et notamment de kyste de l'endométriose, il faut se poser la question d'une préservation ovocytaire. Si la patiente est en projet de grossesse, ça va pas être à l'ordre du jour, mais si la patiente n'a pas de projet de grossesse immédiat, il pourrait en
en avoir un jour, c'est important de se poser la question pour pouvoir l'informer, pour pouvoir discuter avec elle et savoir s'il faut réaliser ou non une préservation ovocytaire. Aujourd'hui, on ne prend plus en charge une endométriose sans poser cette question avec les patientes qui n'ont pas de projet de grossesse immédiat. Je mets à part les patientes qui vont avoir un kyste de l'ovaire d'endométriose à plus de 45 ans et sans projet de grossesse. Pour elles, la discussion sera pas la même. Mais la question, c'est pas quel âge avez-vous, c'est quels sont vos projets et est-ce que vous aurez ou vous pourriez avoir dans les années qui viennent un projet de grossesse. Ça va changer l'information et l'indication de la prise en charge. Pour le traitement des endométriomes, on peut exceptionnellement les surveiller s'il y a aucun symptôme, s'il n'y a pas de projet de grossesse, ni immédiat, ni à moyen ou à long terme, et si ce kyste est parfaitement stable en taille. Quand on a un endométriome qui est centimétrique, qui ne bouge pas, qui est asymptomatique chez une patiente qui n'aura plus de projet de grossesse, c'est peut-être pas la peine d'aller chercher à l'opérer ou à lui donner des hormones. On va le surveiller simplement. Par contre, si tous ces critères ne sont pas réunis, on va se poser la question de la prise en charge, notamment par un traitement soit médical, soit chirurgical. On reviendra après sur le traitement médical. Pour le traitement chirurgical, je vous les ai mis crescendo, du moins invasif au plus invasif. La ponction évacuatrice, c'est par voie vaginale le plus souvent. Ponctionner ce kyste, ça se fait sous échographie, c'est relativement simple. Ça marche très bien, un quart d'heure après, le kyste il est vide, il n'y a plus de kyste. Par contre, ça revient dans 100% des cas. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va privilégier en première intention. On le réserve à des choses très exceptionnelles et quasiment plus réalisées. Après, la deuxième étape, c'est l'alcoolisation ou sclérothérapie. C'est ponctionner ce kyste de l'ovaire, injecter de l'alcool à 95% dans ce kyste, le laisser en place pendant 15 à 20 minutes, puis retirer cet alcool. Ça va vider le kyste et ça va diminuer le risque de récidive de façon importante, mais on n'est pas à l'abri que ça revienne après. C'est des choses qu'on fait dans les cadres de kystes notamment récidivants, qu'on n'a pas envie d'opérer pour une deuxième, troisième, quatrième fois. La vaporisation, ça peut être fait, là vous avez une image de vaporisation à droite de l'écran, qui est faite au plasma, qui est quelque chose qu'on utilise ici, l'hôpital privé de Provence. C'est des techniques qui vont permettre de brûler uniquement la superficie. Si on se souvient de la première image au départ sur l'anatomopathologie, notre épaisseur d'endomètre qui arrive sur ce kyste, elle est très faible. On parle de 1 mm. On n'a pas besoin d'aller en profondeur. Et donc on va brûler cette superficie pour éviter le développement de l'endométriose sur ce kyste de l'ovaire. L'étape d'après, ce serait d'enlever cette paroi du kyste d'endométriose, donc d'enlever cet endomètre. Ce que je vous disais au départ, c'est que ce kyste d'endomètre, il y a une fibrose qui est faite entre l'endomètre et le tissu ovarien normal. Donc quand on va vouloir disséquer, passer entre ces deux parents, on va se retrouver dans la fibrose et il est extrêmement difficile d'enlever un kyste d'endométriose sans enlever de la paroi ovarienne normale. Et donc on va diminuer la réserve ovarienne puisqu'on va diminuer le tissu ovarien normal en réalisant cette kystektomie. Donc c'est des choses à réserver à des patientes qui n'ont plus de projet de grossesse. Et le dernier cas, encore plus à discuter en cas de l'absence de projet de grossesse, c'est l'ovariectomie, c'est d'enlever l'ovaire. On ne parlera de ça que chez des femmes qui s'approchent de la ménopause, qui n'ont plus de projet de grossesse, souvent qui ont récidivé plusieurs fois, et opérer à chaque fois c'est un peu plus compliqué. Donc la question pourra se poser de réaliser une ovariectomie. Ça, c'est un kyste d'endométriose typique, un endométriome typique. Donc, on voit associer une endométriose superficielle, c'est les taches marron que vous avez sur le péritoine, sur les côtés. Si on regarde derrière l'ovaire, il y a une endométriose profonde associée. Et le liquide marron, dont parlait Jean-Philippe tout à l'heure, qui est aussi le liquide qui s'écoule quand on ouvre le kyste d'endométriose, qui est ce liquide qu'on appelle chocolat, assez foncé, qui est du vieux sang, et qu'on retrouve sur les endométriomes. C'est systématiquement un liquide comme ça qui s'écoule quand on opère un kyste d'endométriome, et souvent juste en décollant l'ovaire par rapport à la paroi pelvienne, on a cette zone d'invagination qui s'ouvre et le liquide du kyste, le contenu du kyste, donc ce liquide chocolat, qui s'évacue. Je reviens quelques instants sur le traitement médical des endométriomes. Un des traitements les plus utilisés aujourd'hui dans l'endométriose, c'est le dienogeste. Donc c'est de la progestérone qu'on donne en continu et qui va avoir une efficacité non seulement sur l'endométriose d'une manière générale, mais aussi sur la réduction de la taille des endométriomes et la réduction de la douleur. On voit que chez la plupart des patientes, on va passer d'un score de douleur de 7,5 à 3 et d'un volume de 110 millilitres
dans cette étude à 65 millilitres. Donc on va quasiment diviser par 2 le volume des endométriomes après 6 mois de traitement par Dienogest. Donc continue. Donc pour prendre en charge une patiente, ce que je vous disais, c'est que on va prendre en compte bien sûr l'âge de la patiente. On ne traitera pas pareil une patiente qui a 20 ans qu'une patiente qui s'approche de la ménopause. Son projet de grossesse, si elle a plus de projet de grossesse, on a parlé des ovariectomies, des kystectomies. On n'en parlera pas chez une patiente qui a encore un projet de grossesse. On discutera en fonction de sa réserve ovarienne préthérapeutique. Est-ce qu'il va falloir préserver les ovocytes? Est-ce que on va juste mettre en place un traitement médical et suivre sa réserve ovarienne dans le temps? Est-ce qu'il y a une indication de FIV d'emblée ou bien juste une surveillance? Et évidemment, la taille du kyste va rentrer en ligne de compte. On prend pas en charge pareil un kyste centimétrique qu'un kyste de 10 à 15 cm. Pour prendre cette décision, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est des décisions qui sont prises en réunion de concertation pluridisciplinaire. On discute avec nos collègues, on en parle à plusieurs et on fait partie des parcours de soins. Donc là, c'est le parcours de soins qu'on a mis en place dans la CPTS de l'étang de Berre. Mais ce qui compte, c'est que vous sachiez où est votre place dans ce parcours de soins et que vous ayez des gens avec qui discuter, que vous puissiez interagir avec les médecins de PMA, les radiologues, les gynécologues spécialisés, les référents. Ici, on a toute l'équipe, tout ce qu'il faut, mais il faut pas hésiter à rentrer dans la boucle et c'est vraiment une boucle avec un schéma circulaire. Voilà, la patiente doit être prise en charge dans sa globalité et doit pouvoir bénéficier dans les délais les plus rapides d'une prise en charge efficace de son endométriose et notamment de ses kystes de l'ovaire d'endométriose. Et on va s'inscrire dans un plan personnalisé de soins, c'est-à-dire qu'on va adapter la prise en charge de la maladie à la patiente, son parcours, son histoire, son vécu et ses projets. Pour conclure rapidement, les endométriomes, on va rechercher les phénotypes qui sont associés. Donc les endométrioses superficielles, les endométrioses profondes, l'adénomiose dont va nous parler Pascal après. Il faut pas oublier le bilan de fertilité et avoir une prise en charge personnalisée de la patiente. Chaque cas doit être discuté séparément. Je vous remercie. Bravo François, merci pour cet éclairage sur les endométriomes, sur les kystes ovariens. Je vais maintenant vous parler d'un phénotype assez spécifique, l'adénomiose, qui est une forme très focale de l'utérus. Alors l'adénomiose, on va dire que historiquement, c'est l'apanage, Jean-Philippe m'a un peu dit, de la femme à l'approche de la cinquantaine. On va dire que ça peut être un processus physiologique de vieillissement de l'utérus. Et on va dire qu'au final, à manager, c'est pas très compliqué. C'est pas ça le vrai souci. Par contre, vous avez bien compris, endométriose, douleur, oui, mais aussi fertilité, on va dire infertilité. Et là, on a un véritable enjeu parce que je vous montrerai avec chiffres à l'appui que l'adénomiose a un impact majeur sur la fertilité des patients. Et puis, je sais qu'il y a un public aussi de sages-femmes et qu'il y a aussi des conséquences au niveau de la grossesse et des accouchements. Et c'est des choses dont il va falloir tenir compte. Alors, sur l'adénomiose, déjà 2 éléments. L'adénomiose focalisée, qui va être souvent externe, et l'adénomiose diffuse, ça c'est deux éléments. Et puis, vraiment, sur le plan du diagnostic, que vous ayez une échographie ou une IRM, et ensuite sur la prise en charge, surtout chez les patientes qui ont un désir de grossesse. Donc l'adénomiose va se définir comme la présence de la muqueuse endométriale ectopique au sein du myomètre, donc qui est la zone musculaire. Donc l'endomètre va envahir le myomètre entre guillemets. Alors on peut discuter sur ce qu'on appelle la métaplasie, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir une transformation de ces cellules myométriales, mais c'est plutôt une invagination avec la répétition des cycles et cette fameuse zone de jonction qui va se transformer. En tout cas, c'est une invagination de plus de 2,5 mm par rapport à la basale de endométriase, c'est-à-dire que vous avez une couche basale au niveau de l'endomètre qui va se renouveler. Et quand vous avez, quand souvent on parle de morceaux de chair qu'on va perdre pendant les règles, c'est la partie superficielle qui va desquamer. Vous avez cette muqueuse basale, cet endomètre basal qui va rester et donc qui va se renouveler, donc qui va s'invaginer en profondeur et donner cette adénomiose avec autour une hyperplasie musculaire lisse et des contractions utérines douloureuses. Donc vous voyez sur le petit schéma que vous avez en bas à droite un utérus normal et puis vous avez des îlots d'adénomiose. Au milieu vous avez des coupes histologiques qui montrent vraiment cet utérus assez joufflu, qu'on dit globuleux, qui est atteint d'une adénomiose qui va être diffuse. Et sur la photo tout à gauche, une adénomiose externe, j'y reviendrai plus tard. Donc dans l'adénomiose, on a ce qui est un phénotype, on a plusieurs sous-phénotypes. Je vais insister surtout sur l'adénomiose
diffuse qui va envahir tout l'utérus. Donc on va plutôt voir chez les femmes de 40 ans, mais qui va aussi toucher les femmes jeunes. Et puis l'adénomiose focale postérieure, avec surtout la théorie du reflux, j'y reviendrai. Donc 2 périodes d'apparition précoce chez la femme jeune associées volontiers à une endométriose externe. On nous a parlé Jean-Philippe, que ce soit une endométriose superficielle ou une endométriose profonde, ou comme nous disait François, un kyste d'endométriose. Et puis plus de 40 ans jusqu'à 80% des femmes, sans qu'il y ait vraiment un impact majeur. Alors, quand on regarde un peu l'épidémiologie, ce qui va se passer au niveau de l'adénomiose, alors ça fait partie, il y a une qualification de la Fédération internationale de gynécologie obstétrique, de la FIGO, ça fait partie des causes de saignements utérin anormaux. Donc qualification, je vais juste vous la citer, c'est la Palm-Koenig, donc qui associe un certain nombre de causes à rechercher quand vous avez des saignements utérins. Et l'adénomiose en fait partie. Donc la femme de plus de 40 ans, j'en parlerai peu, mais ce qui va vraiment être notre sujet, c'est les femmes jeunes qui vont présenter une infertilité, des saignements et ou des douleurs. Donc bien sûr, les symptômes clés, ça va être ces règles hémorragiques et douloureuses, en sachant qu'un tiers des patients qui ont une adénomiose sont asymptomatiques. Alors quand vous regardez un peu la prévalence de l'adénomiose en fonction de vos populations, c'est-à-dire que si vous vous intéressez à des patientes qui sont suivies en PMA, vous avez à peu près un quart des patientes qui ont de l'adénomiose. Si vous avez des patientes qui ont une endométriose connue et que vous recherchez de l'adénomiose, ça va de 20 à 80%. Si vous faites de l'échographie chez toutes les femmes tout venant pour des raisons diverses et variées, vous avez à peu près 20% d'adénomiose en population générale. Quand vous faites une hystérectomie pour une raison X ou Y, donc qui va plutôt concerner les patientes après 40 ans, vous avez 10 à 35% d'adénomiose sur ces pièces d'hystérectomie. Et je pense que si on regarde sur les hystérectomies de Jean-Philippe, François ou moi, on va être plutôt dans les 90% parce que une de nos indications principales d'hystérectomie va être sur forcément des patientes qui ont de l'endométriose. Alors la physiopathologie, vous avez 2 types d'adénomiose. Donc l'adénomiose qu'on va dire diffuse, de dedans en dehors, donc il va partir de la partie de l'endomètre et va pénétrer dans le muscle, donc ça c'est notre adénomiose plutôt diffuse. Et puis vous avez la deuxième adénomiose qui va être plutôt focale, qui va être associée à ce que Jean-Philippe nous a présenté, à une endométriose profonde, et on voit sur le petit schéma en bas à droite la théorie du reflux tubaire avec ce vieux sang qui va stagner au niveau du cul-de-sac de Douglas. Le développement d'un nodule, c'est ce que nous disait Jean-Philippe, soit côté vaginal, soit côté rectal, et puis le diabolo entre les deux, et l'atteinte focale au niveau postérieur de l'utérus, notamment au niveau de ce qu'on appelle le torus uterinus, qui est la réunion des ligaments utérosacrés. Donc là, je peux pas vous montrer, mais vous voyez sur le schéma, avec la zone rouge inflammatoire, vous avez cette lésion au niveau du cul-de-sac de Douglas, vous avez une atteinte qui va toucher les ligaments utérosacrés, le torus uterinus et un début d'envahissement rectal. Donc on est d'accord, une adénomiose qui va être focale plutôt de dedans en dehors, donc qui part de l'endomètre qui rentre dans le muscle, et une adénomiose focale qui va être plutôt externe, liée à la théorie du reflux. Alors au niveau des symptômes, forcément les saignements avec vraiment des ménorrhagies, des métroragies, des ménométroragies, mais vraiment le concept d'hémorragie, qui va pouvoir être évalué avec différents scores. Une chose très simple, c'est est-ce que les patientes utilisent des tampons, est-ce qu'ils utilisent des serviettes, combien de fois elles doivent se changer, est-ce que c'est complètement plein, ou combien de temps elles se changent, etc. Ce qui me donne une idée de l'appréciation du volume du sang qui va être perdu. Est-ce qu'il y a la présence de caillots? Donc ça, c'est des éléments assez importants pour évaluer ce retentissement. On peut avoir des patients qui ont présenté véritablement des anémies avec ces hémorragies répétitives très importantes. Autre symptôme, la dysménorrhée qui va être liée à des contractions. Alors les contractions, on a souvent cette question sur des localisations, c'est-à-dire que on peut avoir des patients qui vont avoir ressenti au niveau postérieur, au niveau lombaire, sans que ce soit forcément de l'hypersensibilité pelvienne. Et puis vous pouvez avoir des irradiations un peu atypiques, notamment au niveau des jambes ou alors vers les flancs. Pour moi, quelque chose qui est très spécifique de l'adénomiose, c'est la sensation de pesanteur. Et quand les patientes vont décrire une sensation de poussée, un peu comme un prolapsus, en me disant, voilà, pendant mes règles, j'ai vraiment cette sensation de quelque chose
qui descend, qui pousse vers le bas. Et pour moi, c'est quelque chose qui est peu décrit dans la littérature et que les patientes rapportent très bien. Cette sensation de pousser vers le bas et de pesanteur, pour moi, est quelque chose d'assez un symptôme marqueur d'adénomiose. Alors, quand vous allez palper les patients, vous avez un utérus qui va être globuleux sur des formes évoluées d'adénomiose avec des douleurs, à la fois la palpation abdominale, au toucher vaginal. Et puis, vous allez avoir un symptôme au final. Chez les patientes qui vont avoir une adénomiose, qui ne vont pas avoir de saignement important, qui ne vont pas avoir de douleur, mais qui vont par contre présenter soit une infertilité, soit des fausses couches à répétition. Et c'est des éléments qu'il va falloir aujourd'hui prendre en compte. Alors, au niveau des examens complémentaires, souvent le diagnostic était fait à la base sur de l'histologie. On enlevait un utérus pour des causes de saignement et l'anatomopathologiste nous disait oui, j'ai retrouvé de l'adénomiose. Aujourd'hui, les examens, l'échographie pelvienne 2 dimensions, 3 dimensions, l'IRM qui sont les examens clés. Alors, je ne parlerai pas de la sensibilité, la spécificité de ces examens, mais je dirais qu'au final, vaut mieux une bonne échographie par un expert qu'une mauvaise IRM par un mauvais praticien. Donc, globalement, la pertinence et d'où la notion de réseau dont François nous a parlé, c'est d'avoir des bons interlocuteurs pour avoir des examens de qualité. Pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau central, vous avez une coupe histologique. Sur la partie de gauche, en haut à gauche, vous avez une hystérosalpingographie où on voit qu'il y a des petites cryptes qui vont se former. C'est-à-dire que le produit, vous allez injecter un produit, vous allez faire des radiographies standards. Vous allez voir des espèces de petites cryptes dans le muscle, donc ça signe de l'adénomiose. En haut à droite de l'écran, vous voyez une vue d'hystéroscopie. Donc je rentre avec une caméra dans la cavité. Alors c'est des images qui sont typiques qu'on voit quand même assez peu fréquemment. D'aller voir comme ça des cryptes d'adénomiose, c'est des choses qu'on ne voit pas très souvent. Et puis vous avez des images ici échographie, c'est assez intéressante, avec en haut à la gauche une adénomiose cryptique. Vous avez en bas à droite une adénomiose diffuse. Et bien sûr, l'IRM, qui est un peu le gold standard, où vous allez voir ici une asymétrie de la zone, une asymétrie des parois, avec au centre la zone blanche qui représente l'endomètre, la partie postérieure de l'utérus qui est très fine par rapport à la partie antérieure. Vous avez une zone de jonction qui va être épaissie, vous avez des spots hyper intenses, et un ratio entre la zone de jonction et le myomètre qui va être à plus de 40%. Ici, donc, pour reprendre un peu les deux sous-phénotypes, donc endométriose diffuse, et ici l'endométriose focale, souvent postérieure, qui est une endométriose externe. Et puis un sous-phénotype, j'ai peu parlé de l'adénomium avec un mélange de fibromes, avec à gauche une vue IRM et à droite la vue cystoscopique. Alors quelles vont être les conséquences de cette adénomiose sur la fertilité? Donc adénomiose égale altération de la fertilité, ça c'est quelque chose de clé. Donc, quand vous allez regarder la prévalence de l'adénomiose, chez la femme de plus de 40 ans, on est à 24%. Si on est à moins de 40 ans, on est à 22%. Vous allez me dire que la différence n'est pas énorme. Par contre, quand vous allez regarder dans une population où vous avez des fausses couches à répétition, vous êtes quasiment à 40% d'adénomiose. Quand vous avez des échecs de PMA, vous êtes à 34% d'adénomiose. Un élément dont je vous ai parlé, c'est que vous avez des patientes qui ne vont être ni avec des saignements, qui ne vont pas présenter de saignements importants, qui ne vont pas avoir de douleurs importantes, mais qui par contre vont présenter une infertilité, et l'infertilité sera peut-être la seule présentation clinique de votre adénomiose. Alors vous allez me demander pourquoi. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un transport tubaire perturbé, c'est-à-dire que vous avez un péristatisme utérin. Pourquoi est-ce qu'on a un orgasme? On a des contractions vaginales, on a des contractions utérines qui vont faire remonter les spermatozoïdes. Vous allez avoir la fécondation au niveau de la trompe, et ensuite vous allez avoir le retour de l'œuf fécondé pour s'implanter dans la cavité. Donc vous allez avoir un transport tubaire qui est perturbé, vous avez une distorsion de la cavité utérine, vous avez un péristatisme utérin qui est perturbé, donc une perturbation du transport des spermatozoïdes. Et vous savez que l'utérus est un organe extrêmement intelligent qui va grandir pendant 9 mois. Une fois l'accouchement fait, qui va reprendre sa place, on parle d'involution utérine. Et il y a toute une rythmicité dans la contraction, dans les contractions utérines, soit pour expulser le sang vers le bas, soit pour faire remonter, soit pour accoucher. Et donc vous avez une perturbation, quand vous avez de l'adénomiose, vous avez une perturbation de la contractilité myométriale, et vous avez une perturbation de la rythmicité de la contraction
qui va induire aussi les phénomènes d'infertilité. L'autre problématique, c'est que d'une part, vous avez vu que quand vous avez une adénomiose, qu'elle soit diffuse ou focale, vous avez forcément du myomètre normal. Mais ce myomètre normal va avoir va comporter certaines altérations, notamment une baisse de la réceptivité, c'est-à-dire que vous avez une variation des récepteurs hormonaux, œstrogène, progestérone, vous avez une augmentation des marqueurs inflammatoires, vous avez une diminution des molécules d'implantation et d'adhésion, ce qui explique que vous ayez plus de fausses couches, et vous avez aussi une altération du fonctionnement des gènes du développement embryonnaire. Donc vous avez tout pour avoir une déficience de l'implantation. Vous voyez le rôle que va jouer, le rôle très délétère de l'adénomiose sur la fertilité. Alors les choses ne s'arrêtent pas là. Alors sur la conception naturelle, on a évidemment peu de données. Par contre, puisque quand ça se passe bien, on va pas chercher de problème. Par contre, quand vous regardez dans une population de procréation de patients suivis en procréation médicalement assistée ou qui ont bénéficié d'une chirurgie pour endométriose, vous allez voir qu'on a des chiffres qui partent. Dans cette étude de Versellini sur une population 2014, sur une population suivie en PMA, vous voyez que le taux de fausse couche était de 14%. Si vous avez une adénomiose, le taux de fausse couche passe à 31%. Vous avez un risque relatif x2. Ça, c'était une autre étude prospective multicentrique en 2017. Quand vous regardez votre taux de grossesse, il va chuter drastiquement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'adénomiose, vous êtes à 43%. Vous avez une adénomiose qui va être, entre guillemets, modérée, vous êtes à 23%. Et quand vous avez une adénomiose sévère, vous tombez à 13%. Sur l'étude Younes en 2017 sur 520 patients qui ont un diagnostic d'adénomiose qui est fait à l'échographie ou à l'IRM et qui sont pris en charge en PMA, vous avez une diminution de la fonction reproductive, une baisse du taux d'implantation, une baisse du nombre de grossesses par cycle, donc une baisse du nombre de grossesses par transfert, une augmentation des fausses couches et du coup moins de grossesses à terme. Donc vous voyez qu'il y a un vrai enjeu à la fois sur la fertilité spontanée, mais aussi on va avoir une problématique sur la prise en charge en PMA, avec notamment une nécessité d'avoir plus d'embryons pour obtenir un même taux de grossesse. Autre élément important, on parlait de l'association des différents phénotypes entre eux. Cette étude qui s'intéresse à endométriose seule versus association endométriose plus adénomiose, et vous voyez que le taux de grossesse et d'accouchement va diminuer, taux de grossesse qui va passer de 26,4 à 12,5 si vous avez une présence d'endométriose plus adénomiose, donc vous divisez par 2 votre taux de grossesse et d'accouchement quand vous associez ces phénotypes. Quand on regarde ce qui va se passer au niveau de la grossesse, vous augmentez le risque d'accouchement prématuré par un facteur quasiment un autre ratio à 2, les ruptures prématurées des membranes à 2 aussi. Quand vous avez une cohorte de patients qui a été suivie qui a un diagnostic de l'adénomiose à l'IRM ou à l'échographie, vous avez un taux de césarienne fois 4,5, petit poids, donc des enfants de plus petit poids pour le même âge gestationnel à 4,3. Vous augmentez le risque d'hémorragie du postpartum par 6,5, le risque de présentation dystocique. Et sur cette étude cas contrôle entre les patientes qui n'avaient pas d'adénomiose et les patientes qui ont de l'adénomiose, vous augmentez fois 11,2 le risque de fausse couche du deuxième trimestre. Vous augmentez par 21 le risque de prééclampsie. Donc ça, c'est des chiffres quand même à avoir en tête. Et vous avez beaucoup plus d'anomalies de l'insertion placentaire qui explique aussi l'augmentation de la prééclampsie. Si vous avez de l'adénomiose diffuse, vous augmentez le risque d'hypertension de la grossesse et d'infection utérine. Si vous avez une adénomiose qui va être étendue à tout l'utérus, vous augmentez le risque d'incompétence cervicale et donc de menace d'accouchement prématuré. Et donc globalement, le fait d'avoir de l'adénomiose, ça augmente l'inflammation, ça augmente votre taux de prostaglandine, ça altère la contractilité utérine et vous avez des problèmes de décidualisation du placenta, donc moins d'implantation. En tout cas, on voit qu'il y a véritablement un impact à la fois sur la fertilité, sur les grossesses, et donc on a besoin aujourd'hui d'étudier encore plus finement l'impact de l'adénomiose sur la fertilité, sur la grossesse. Pourquoi ? Pour développer des nouvelles thérapies, savoir comment est-ce qu'on peut prévenir peut-être la prééclampsie, comment est-ce qu'on va surveiller ces grossesses de façon un peu plus fine, et comment on va pouvoir construire le parcours de soins des patientes. Mais quoi qu'il arrive, la notion, si vous avez de l'adénomiose, vous êtes probablement dans une grossesse, un accouchement à risque plus important. Alors, traitement et parcours de soins, globalement, il y aura tout un volet consacré au traitement. Les anti-inflammatoires, le Constyl. Alors, le Constyl, c'est top, sauf qu'aujourd'hui, il y en a plus dans les pharmacies. L'Hexacyl, ça marche très bien pour diminuer les saignements. Les hormones, bon, j'en passe, mais
Ce qui est très intéressant, moi je trouve, sur les patientes de plus de 40 ans, c'est les systèmes intra-utérins au niveau d'orgestrel qui permettent aux patients d'être tranquilles quand c'est bien toléré, et le Dienogest qui marche assez bien. Sur des patientes qui sont douloureuses, il y a quelque chose qui se développe sur ce qu'on appelle le syndrome douloureux utérin lié à l'adénomiose, c'est l'injection de toxines botuliques sous hystéroscopie. Au niveau de la chirurgie, les métrectomies, l'ablation de parties focales, ça se fait dans très peu de cas. L'hystérorésection, c'est des choses assez superficielles à proscrire chez les patientes qui ont un projet de grossesse. Par contre, chez les femmes qui n'ont plus de projet de grossesse, ça peut être, moi ça m'arrive fréquemment d'associer une hystérorésection avec par la suite la mise en place d'un DIU hormonal avec de plutôt bons résultats. Il y a des fois, on va opérer des adénomiums, qui sont des formes assez particulières, et puis l'hystérectomie qui reste quand même un gold standard chez les patientes rebelles au traitement médical. Je vous parle aussi de l'embolisation des artères utérines. Il y a pas mal de papiers qui sortent, mais aujourd'hui l'efficacité est discutable, mais c'est peut-être à proposer à des patientes qui ne veulent pas d'hormones et qui ne veulent pas de chirurgie, et quelque chose qui se développe à la fois dans le traitement des fibromes, mais aussi aujourd'hui dans l'endométriose, qui sont les ultrasons à haute fréquence. Donc globalement, comment est-ce qu'on fait pour manager nos patientes? Bien sûr, c'est le maître mot, les symptômes, la qualité de vie, quel va être le retentissement de ces symptômes dans la qualité de vie des femmes, comprendre qu'il va falloir les gérer sur toute une vie, c'est-à-dire que quand on va gérer une adénomiose à 45 ans, ce n'est pas la même problématique qu'une femme jeune avec un désir de grossesse qui a une adénomiose diffuse associée à une endométriose externe à 25 ans. Donc l'âge est un facteur clé. Le désir de fertilité, prendre en compte la fertilité et le désir de grossesse. En tout cas, on a parlé de cette information à donner, une information sur les thérapeutiques, sur le retentissement de la pathologie, sur les différentes alternatives thérapeutiques, discuter bien sûr en fonction du souhait de la patiente, et François nous a parlé vraiment un traitement personnalisé et adapté à chaque patient. Donc globalement, l'adénomiose, vous l'avez compris, un retentissement important sur la fertilité, augmentation du risque de fausse couche. Ça, c'est un mot que je voulais placer, la désynchronisation. C'est qu'aujourd'hui, je vais parler de la difficulté à prendre en charge en PMA des patientes qui ont de l'adénomiose. Quand vous avez une adénomiose importante, vous allez diminuer l'implantation. Et aujourd'hui, on va récupérer, les patientes vont être stimulées, elles vont avoir une FIV, mais plutôt que de faire un transfert immédiatement, les embryons vont être congelés. Et en fait, on va bloquer l'adénomiose, on va mettre les patientes en aménorrhée pendant 3 à 6 mois, histoire d'assécher un peu l'utérus. Et on va transférer dans un second temps les embryons. C'est ce qu'on appelle la désynchronisation, qui permet d'améliorer, entre guillemets, les chances d'une grossesse chez les patientes qui ont une adénomiose assez importante. Autre sujet chez les patientes douloureuses, c'est l'injection de toxines botuliques qu'on commence à pratiquer de plus en plus, avec des résultats qu'il faudra bien sûr évaluer. Le DIU hormonal qui, pour moi, est en première intention chez les patientes après 40 ans qui n'ont plus de désir de grossesse, et l'hystérectomie qui est un peu diabolisée, mais qui a toute sa place dans la gestion de cette pathologie. Merci de votre attention. Merci à tous. Merci à tous. Donc, vous voyez que les phénotypes de l'endométriose, c'est quand même quelque chose de très important à connaître, puisque ça permet ensuite de développer sa propre construction de l'interrogatoire, de l'examen clinique, et de pouvoir participer en tant que premier recours à l'orientation des patients. Bien sûr, aujourd'hui, l'endométriose, c'est une stratégie nationale. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'être mises en place, notamment le fait de pouvoir travailler en réseau, et que quelque part, l'endométriose ne soit pas traitée, dépistée que dans des grands centres. L'important, c'est de pouvoir communiquer et quelque part d'avoir un vocabulaire commun, une compréhension commune, car si l'on considère que le parcours de soins va se faire en premier recours sur le dépistage, deuxième recours sur les bilans, troisième recours sur les centres d'expertise, il faut savoir que les patientes vont pouvoir naviguer de l'un à l'autre et faire des allers-retours, car vous avez vu que les relations entre la symptomatologie, l'évolution de la patiente, et y compris l'avenir obstétrical, qui est quelque chose qui est un petit peu moins connu, mais lorsque vous interrogerez des patients de 40 ou 45 ans qui ont l'adénomiose et qui ont fait beaucoup de cette pathologie depuis les premières règles, en fait, et quand on connaît leur antécédent obstétrical, en fait, on comprend un petit peu mieux la physiopathologie, parce que souvent les patientes ont eu des difficultés, bien sûr en termes de fertilité, mais également en termes de complications obstétricales. Donc,